Donc on en arrive à notre dernière table ronde sur la réparation des dommages. Question non pas des moindres. Comme je disais en introduction, ces dommages, ils sont actuels. On les voit d'ores et déjà et on va parler du contentieux relatif à ces dommages dans cette table ronde. Ils sont aussi futurs, évidemment. Ils sont individuels. On a parlé des maladies, notamment de ces PFAS, mais ils sont aussi collectifs. Alors comment on les appréhende? On voit se développer aujourd'hui un contentieux qui est à la fois pénal, administratif et civil sur ces questions. Donc pour en parler, j'ai avec moi Emma Feilleux, qui est responsable de projet inégalité et santé environnementale chez Notre Affaire à tous, Grégoire Leray, qui est professeur à l'Université de Nice-Côte d'Azur, et Béatrice Parence, professeure à l'Université de Paris-Dauphine. Emma, je vais commencer avec toi pour cette table ronde. Je voudrais que tu nous parles de l'actualité des contentieux. Ces contentieux, on a dit, ils sont de 3 ordres, administratif, civil, pénal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les contentieux actuels? Oui, merci beaucoup. Le luxe et la difficulté d'intervenir dans la 3e table ronde, c'est qu'on a envie de réagir sur tout ce qui s'est dit avant. Donc voilà, si j'ai l'occasion, je reviendrai avec plaisir sur notre position sur ces enjeux de réglementation notamment et de lobbying, dont on pourrait beaucoup reparler. Et peut-être très rapidement, avant de commencer sur les enjeux contentieux, effectivement, on est tous et toutes concernés par les PFAS, la contamination est généralisée, mais on a quand même des hotspots de la contamination, donc des zones dans lesquelles on estime que les niveaux de concentration sont tels qu'ils représentent des dangers pour la santé. Et donc, chez Notre Affaire à tous, on a commencé, en fait, on était implanté à Lyon, et on avait commencé à travailler sur la vallée de la chimie en 2019, sur la question des ICPE et de leurs infractions à leurs obligations. Et donc, en 2022, à l'émergence du scandale en France, dans la vallée de la chimie, on s'est retrouvé à s'investir de façon croissante et continue depuis sur donc, l'enjeu PFAS, notamment par l'angle contentieux dans la vallée de la chimie. Donc, je vais vous présenter rapidement les contentieux actuels en cours dans la vallée de la chimie. Avant de vous mentionner les contentieux en cours ailleurs, mais donc les contentieux dans la vallée de la chimie sont les seuls pour l'instant en France sur le sujet des PFAS à aboutir à des jugements et des décisions. Donc on a des actions de 2 types dans la vallée de la chimie. Au niveau contentieux, on a des actions plutôt préventives qui vont avoir pour objectif de à la fois stopper les rejets et de mesurer l'ampleur de la pollution, et des actions répressives et réparatives pour identifier et sanctionner les pollueurs, mais aussi réparer les préjudices. Donc, sur le premier point, des actions préventives, on a eu différents référés. Référé pénal environnemental, référé expertise devant le juge civil et référé en suspension devant le juge administratif. Donc effectivement, on s'est investi, alors pas que Notre Affaire à tous, je citerai donc à la fois les autres collectifs, mais aussi la métropole de Lyon par exemple. Donc différents acteurs se sont investis devant les 3 ordres juridiques. Et donc ça a commencé avec un référé pénal environnemental qui est une procédure assez particulière, assez peu utilisée encore. C'est l'article, donc elle est basée sur l'article L216-13 du Code de l'environnement, et c'est un référé qui a pour but de, à partir d'infractions, notamment au code au régime ICPE ou au code minier, de pouvoir demander des mesures en réparation de ces infractions. Donc c'est pas une procédure qui a pour but de reconnaître des responsabilités, mais vraiment de faire cesser des infractions. Et donc, on a déposé un référé pénal environnemental contre Arkema. Arkema, qui est un acteur sur lequel on avait relevé 66 non-conformités relevées par les services d'inspection en 4 ans, 8 arrêtés de mise en demeure. Donc, une entreprise qui, de façon systémique, avait quand même un problème avec les obligations qu'elle avait à respecter. Et donc, Arkema, qui est productrice un des 2 producteurs de PFAS dans la vallée de la chimie. Donc, on a déposé ce référé pénal environnemental avec des demandes qui s'intéressaient justement à mettre fin au rejet, mais aussi à financer
des études à la fois monitoring médical et des études d'imprégnation de l'environnement par Arkema, donc au titre du fameux principe pollueur-payeur dont on va beaucoup reparler, je pense, tout au long de cette table ronde. Ce référé pénal environnemental a été transmis rapidement au juge des libertés et de la détention fin 2023. Avec un rejet en première instance, puisque le juge avait considéré que les infractions sur lesquelles reposait toute notre argumentation finalement n'étaient plus constituées, en se basant uniquement sur l'audition de l'ADREAL, des services de l'ADREAL. Nous avions fait appel de cette décision et en seconde instance, il y a eu un rejet du juge d'appel qui considérait que les victimes qui étaient à l'initiative de la mise en route notamment du procureur et donc de cette procédure n'avaient pas le droit de faire appel, que seul, en l'occurrence, Arkema ou le procureur auraient pu faire appel. Et donc on a eu une dernière décision en cassation il y a quelques semaines avec un commentaire que vous pouvez retrouver sur notre site qui suit cette interprétation restrictive de l'objet du référé pénal environnemental. Et donc c'est à la fois une déception évidemment, mais en même temps les demandes qu'on y faisait finalement trouvent des récipients dans d'autres procédures qui ont été lancées depuis mai 2023, ça commence à remonter. Et en même temps, c'est plus décevant pour l'outil en lui-même du référé pénal environnemental qui avait pour vocation, quand on s'intéresse à l'esprit de la loi qui a permis la création de cet outil, d'être un outil pour les victimes, pour faire cesser les infractions, notamment en matière de pollution. Et finalement, cet outil se retrouve quand même fermé justement aux capacités d'action des victimes elles-mêmes. Donc voilà, ça c'était une des premières procédures qui a été lancée. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres sur lesquelles je vais passer un petit peu plus vite. Il y a eu un référé expertise, donc une décision positive avec donc un référé qui a été lancé par la métropole de Lyon et les syndicats des eaux, qui ont donc obtenu du juge le 2, il me semble, début août en tout cas 2024, une expertise qui va viser à considérer et à déterminer à la fois l'ampleur de la pollution. Et donc c'est beaucoup une expertise qui est centrée sur le préjudice lié à l'eau potable. Et j'y reviendrai, je trouve ça très intelligent. Mais donc, on va avoir des informations sur l'imputabilité de la pollution à Arkema et à Daikin, sur l'historique de cette pollution, depuis quand est-ce qu'elle a lieu, quelles étaient les normes en vigueur à ces moments-là, est-ce qu'il y avait des connaissances, quelles étaient les teneurs de la connaissance des pollutions par ces industriels, etc. Donc voilà, avec un rapport d'expertise qui est attendu pour 2026 et qui va en fait servir ensuite à abonder à la fois une procédure au fond de la part de la métropole de Lyon, mais aussi à nourrir, puisque le rapport d'expertise sera public, à nourrir toutes les procédures qui auront lieu ensuite. La dernière action, le dernier volet d'action préventif qui a été lancé est sur le plan administratif cette fois. Alors on a beaucoup parlé dans le début de ces discussions des études d'impact, de leur intérêt, de leur importance, alors à la fois de la nécessité de les refonder en partie notamment pour intégrer davantage les impacts sanitaires, mais en tout cas de leur intérêt. Eh bien, en 2024, Arkema et Daikin, donc les deux entreprises productrices de PFAS dans la vallée de la chimie, ont obtenu successivement des arrêtés d'autorisation les autorisant à étendre leur activité de production et ou de stockage de PFAS sans étude d'impact. Donc avec le scandale qu'on connaît localement, l'imprégnation des populations, l'inquiétude qui est énorme pour la santé des personnes qui vivent là-bas, voilà, c'était vraiment, symboliquement c'était déjà très violent. Mais juridiquement, et en fait, d'un point de vue environnemental et sanitaire, ça nous a vraiment posé question, vous l'imaginez. Et donc, il y a eu des référés suspension de ces arrêtés d'autorisation et des actions au fond en annulation qui ont été lancées successivement contre ces deux arrêtés. On a eu une décision positive en suspension sur l'arrêté d'autorisation qui concernait l'extension de Daikin.
Et ce qui s'est passé, donc c'était en juin 2024, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en septembre, la préfecture a organisé une nouvelle consultation pour pouvoir prendre des prescriptions complémentaires sur cet arrêté et donc finalement a autorisé l'extension dans la foulée à nouveau. Le référé suspension sur l'autorisation d'Arkema a été rejeté également. Donc on est en stade de l'appel aujourd'hui, mais a été rejeté en première instance, puisqu'on considère, en fait, on ne sait pas exactement quelles molécules vont être concernées par l'extension de l'unité de production d'Arkema. Et donc, le juge a considéré qu'on n'avait pas assez d'informations pour dire qu'il y avait suffisamment de risques et donc pour lancer une étude d'impact, alors que c'est précisément le but de l'étude d'impact que d'évaluer les risques associés aux extensions des activités économiques, surtout quand elles représentent des craintes, comme c'est le cas dans cette situation. Donc voilà ce qui a été lancé sur le volet préventif. Vous voyez, c'est beaucoup des procédures dans l'urgence, puisque jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est qu'en fait, tout le monde, tous les acteurs associatifs et publics, enfin, je parle des collectivités en tout cas, se sont retrouvés un peu au pied du mur quand le scandale a éclaté et donc a cherché à répondre à l'urgence. Aujourd'hui, il y a davantage qui se construit. On arrive plus à se projeter dans notamment la question justement des responsabilités et des réparations. Et donc, c'est intéressant de finir la journée sur cette question des réparations, enfin la matinée sur cette question des réparations. Il y a deux procédures principales qui ont été lancées sur ces questions. La première, c'est une instruction pénale qui a été ouverte à l'été 2023 à la suite de plaintes contre X lancées par des maires de communes. Aujourd'hui, d'autres acteurs se sont constitués partie civile, donc, dont notre affaire à tous, mais aussi d'autres associations et des riverains. C'est une instruction qui avance, puisqu'il y a eu notamment différentes perquisitions menées, y compris sur les sièges d'Arkema et de Daikin. Voilà, et donc on a plutôt... les procédures pénales prennent du temps, j'en reparlerai, mais on a cette instruction qui est en cours donc. Et on a récemment, avec notre affaire à tous, le collectif PFAS contre Terre et le cabinet Kaizen Avocat, lancé une action civile en réparation des préjudices des riverains. Donc, pour l'instant, il y a 350 personnes qui intègrent la procédure. Et donc, on va demander aux deux industriels producteurs de PFAS de réparer les préjudices subis par les riverains, donc à la fois préjudice d'anxiété, préjudice corporel, préjudice économique lié à la perte de valeur immobilière, par exemple, préjudice de jouissance, puisqu'ils et elles ne peuvent plus consommer les œufs de leur poule ou les légumes de leur potager, préjudice lié aux dépenses de santé médicale, etc. etc. Donc voilà, c'est une action qui démarre tout juste, hein, donc on en est au début avec... de très nombreux débats juridiques sur les enjeux de causalité, notamment de caractérisation même des préjudices qui vont être à la fois porteurs pour nous juristes, mais aussi des casse-têtes sur lesquels on va pouvoir réfléchir et qui permettront aussi de faire avancer le droit et de faire avancer la prise en compte des victimes de santé environnementale par les contentieux. Et donc pour finir, donc ça c'est ce qui se passe au niveau de la vallée de la chimie. En dehors de la vallée de la chimie, en dehors du sud lyonnais, les seules autres procédures, à ma connaissance, qui ont été lancées sont des plaintes contre X. Donc, il y en a eu 3 lancées par Génération Future en 2023, une lancée à Rumilly en Haute-Savoie en 2024 et une donc récemment lancée à Paris il y a quelques jours. Et donc, j'imagine Dan Lert pourra reparler. Et peut-être que je m'arrête là, je vous laisse réagir sur l'aspect très descriptif, mais... Sinon, je pourrais donner mon avis, en tout cas, sur les meilleures stratégies, en tout cas celles que je trouve intéressantes. Oui, on va en parler par la suite. Je voudrais d'abord rebondir sur l'aspect responsabilité civile, parce quand on pense à réparation des dommages, on pense à la responsabilité civile. Grégoire, ça a déjà été utilisé, ce mécanisme de responsabilité civile, pour des cas de pollution. Est-ce que tu penses que c'est par là qu'il faut passer en matière de PFAS ? C'est une question centrale, en fait. Je vais reprendre un tout petit peu de hauteur parce que ce qui nous a été dit est fondamental et le panorama est très intéressant parce qu'on voit qu'en la matière, on essaie de se raccrocher à tout ce que la procédure civile, administrative ou pénale offre aux requérants pour obtenir, alors réparation, je ne sais pas si c'est le bon terme, je vais en reparler, pour obtenir quelque chose en tout cas, toujours dans la quête de juste qui anime le prétoire.
la question de l'outil de la responsabilité civile, c'est une question qui est débattue depuis longtemps pour traiter des atteintes à l'environnement, qui est débattue depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que la responsabilité civile, par essence, elle a comme objet essentiel de traiter de sujets, alors avant tout de réparation lorsque un préjudice a été subi par une victime, dans une relation dans laquelle d'abord la victime est un sujet de droit, et donc a subi une atteinte à son être ou son avoir, à son patrimoine ou sa personne, et aussi dans la perspective, le plus souvent, où on a des intérêts qui sont équivalents entre l'intérêt de l'auteur et l'intérêt de la personne qui a été atteinte. Or, en matière environnementale, je vais parler de la matière sanitaire dans quelques instants, Béatrice en parlera mieux que moi sans doute, en matière environnementale, on est face à quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi ? D'abord parce qu'on traite d'atteinte à un intérêt qui n'est pas personnifié, donc on n'a pas de patrimoine atteint. Ensuite, parce qu'on est face à une atteinte portée à un intérêt général ou une somme d'intérêts généraux que représente la protection de l'environnement. Ça fait très longtemps qu'on se pose la question. Il y a une thèse soutenue en 1976 par un camarade niçois qui a quelques années d'écart avec moi, Gilles Martin, qui soutient sa thèse sur la réparation du préjudice écologique, à une époque d'ailleurs où personne en fait en pratique n'en parle. Et puis peu à peu, c'est la voie qui va être suivie en droit de l'environnement pour obtenir réparation. Alors d'abord en matière de marée noire. Le cabinet Hugues-Lepage était pionnier en la matière. On se souvient de leurs argumentaires à propos de la Moco Cadiz ou d'autres affaires. Donc oui, évidemment, le sujet de la responsabilité civile traite du sujet de la pollution. Est-ce qu'il est le plus à même pour le faire ? Intellectuellement, sans doute pas. En pratique, pourtant, c'est bien le cas parce que, là je parlais d'affaires des années 80, fin 70-80, les choses n'ont fait que s'accélérer, puisqu'à partir des années 2000, on commence à penser devant l'office du juge judiciaire la réparation d'atteintes subies par l'environnement lui-même. Souvenez-vous, je reprends l'exemple de la marée noire. Lorsque l'Erika coule, il y a des atteintes, d'ailleurs pour le dire rigoureusement, des préjudices qui sont causés aux pêcheurs du Guilvinec, perte d'exploitation, à des hôteliers de Carnac-Quiberon, préjudice moral aussi pour le Morbihan, pour d'autres collectivités. Mais là, je parle de préjudice subi par des personnes. Et puis se pose la question du préjudice subi par la nature elle-même. Et pour la première fois dans l'arrêt Erika, effectivement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient le caractère réparable de ce préjudice. Ça a été gravé dans la loi, par la loi du 8 août 2016, par la loi biodiversité. Et maintenant, on a les articles 1246 et suivants qui traitent du sujet. Donc il n'y a plus vraiment de questions pratiques sur l'opportunité de la mobilisation de la responsabilité civile face à des dommages qui sont des dommages de masse. C'est bien celui dont on parle en ce moment. Donc l'opportunité, alors même que d'autres perspectives seraient sans doute peut-être plus satisfaisantes, l'action volontaire du ministère public. C'est pas l'objet de la responsabilité civile que de protéger l'intérêt général. C'est plutôt le ministère public, l'action de l'administration qui doit le faire, mais c'est pas. On avait tenté un peu de le faire lors de la transposition d'une directive européenne 2004-35 sur la réparation du dommage écologique. On a adopté en France une loi qui entre en vigueur en 2009 qui est un exemple de loi qui ne fonctionne pas, pour plein de raisons. Et donc, comment dire, la soupape, parce qu'il faut traiter ces préjudices, c'est la responsabilité civile. Alors, elle a un objet réparatoire essentiel. On parle parfois d'obsession indemnitaire de la responsabilité civile, parce que la responsabilité civile, elle permet de réparer les préjudices, c'est-à-dire les conséquences subjectivement perçues par, je vais dire des intérêts, j'allais dire des personnes, mais non, parce que maintenant on a aussi l'environnement, par des intérêts à cause d'une lésion initiale qui est le dommage. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, la présence des PFAS dans l'environnement. Oui, la réparation qui passe souvent par l'indemnisation, parce qu'on en a parlé ensemble. Comment réparer en nature face à comment affronter par des réparations, des remises en état le sujet des PFAS, c'est totalement abyssal. Certains en parleraient mieux que moi. Et donc le contentieux est bien sûr sous l'angle de la réparation principalement indemnitaire, mais la réparation n'est pas l'objet unique de la responsabilité civile. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a un autre objet essentiel qui gonfle depuis des années. C'est un objet qu'on qualifie de cessatoire. Couper le robinet, on en a parlé tout à l'heure. La responsabilité civile permet, il y a même d'ailleurs en matière d'environnement un article dédié au sujet, l'article 1252 du Code civil. On peut agir en urgence sur le fondement de l'article 809, enfin d'ailleurs c'est plus 809, je crois que c'est 835 du Code de procédure civile. On peut agir en référé pour obtenir d'un juge une cessation d'une situation illicite, et en l'occurrence en matière environnementale, principalement climatique. On n'a pas encore d'enseignement,
sur la matière des PFAS. Pourquoi est-ce que c'est difficile en matière de pollution d'obtenir du juge judiciaire une mesure de cessation de l'illicite? Parce que pour l'instant, la plupart des producteurs de PFAS ne méconnaissent pas strictement le cadre du droit administratif. Ils sont donc autorisés par une autorisation administrative à mener à bien leur activité. Et donc il y a un problème de séparation des pouvoirs dans ces contentieux. Est-ce que, pour tarir à la source le préjudice, le juge judiciaire pourrait, dans une action en responsabilité civile dont l'objet premier serait la cessation de l'atteinte à l'enjeu sanitaire et environnemental, pourrait exiger que l'usine cesse sa production. Et on a beaucoup de contentieux sur le sujet, traités en matière d'éolienne, parce que la même question se pose, en matière de téléphonie mobile, et depuis très longtemps en matière de troubles anormaux du voisinage par le tribunal des conflits, qui permet une petite marge de manœuvre du juge judiciaire, qui parfois fait jusqu'à la suspension d'ICPE, très rarement, mais le plus souvent, on se heurte à cette difficulté-là sous l'angle strict de la responsabilité civile. Attention, j'y reviendrai, ça ne veut pas dire que la responsabilité civile n'est pas un outil adéquat, mais d'autres auraient pu être privilégiés. Merci Grégoire. Béatrice, cette question de la réparation des dommages, elle est de manière plus générale collective. Est-ce qu'il ne faut pas plus largement penser à un fonds d'indemnisation, comme on a pu le voir sur les pesticides? Et si oui, comment financer ce fonds d'indemnisation? Merci beaucoup Fanny. Avant de rentrer plus vif dans le sujet, je voudrais remercier Fanny d'avoir construit cette matinée de manière si intelligente, parce que je crois qu'il est absolument essentiel de réaliser que le système juridique n'est absolument pas clos. Philippe Bodnez l'a rappelé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à avoir une loi sur les PFAS en un an et demi? Ce qui est extraordinaire, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation civile incroyable. Sans cette mobilisation civile, il faut bien avoir conscience que jamais cette loi ne serait advenue. Je voudrais aussi remercier Raphaël Aubray et puis tous les journalistes du monde qui souvent travaillent avec des ONG. Sans ce travail-là, jamais la question des PFAS ne serait venue sur la table, ne serait venue en surface. Et si la question ne vient pas en surface, il ne se passera rien, parce que le politique est parfois surprenant dans ses choix. Voilà, donc merci Fanny d'avoir fait venir tous ces éléments. Et effectivement, je pense qu'il est essentiel d'avoir toujours en conscience comment est-ce que se fabrique la norme, comment se fabrique la loi, mais comment est-ce que se fabrique aussi la jurisprudence. Et de ce point de vue-là, Grégoire a rappelé l'émergence de la notion l'émergence et la consécration de la notion de préjudice écologique. Tout ça a été un travail de 30 ans, où, à force de réfléchir sur le sujet, que des avocats tentent de saisir le juge sur le sujet, tout à coup, il est apparu presque naturel de consacrer cette notion de préjudice écologique dans la jurisprudence et ensuite dans la loi. Alors, ici, peut-être que, toujours dans un propos un petit peu général, je crois que la question des PFAS a beaucoup de similarités avec la question du climat. La difficulté du système juridique pour approcher ces sujets-là, c'est que ce sont des sujets absolument systémiques. On a dit, il y en a partout. Ce sont des sujets difficiles aussi parce qu'effectivement, ce sont ce qu'on appelle des activités réglementées. Et les producteurs de pétrole, tout comme les producteurs de PFAS, en général, respectent à peu près la réglementation, sauf quelques exceptions, mais quand même, ils sont dans des activités réglementées. Donc ça, c'est un point qui renforce la difficulté. Et puis ensuite, ce qui est très difficile, c'est le caractère systémique des atteintes qui sont présentes partout, des atteintes à l'environnement, des atteintes à la sécurité sanitaire, c'est-à-dire que nous sommes exposés de manière générale à ces substances et qu'il en résulte des préjudices collectifs pour l'ensemble des individus. Et puis, autre dose de complexification, c'est le caractère multifactoriel des atteintes. C'est-à-dire que nous sommes, pour les atteintes qui résultent d'une exposition au PFAS, sur des maladies sans signature. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie sans signature? Ça veut dire que le fait d'avoir été exposé aux substances va
augmenter votre occurrence de développer la maladie, mais sans qu'aucun scientifique puisse dire à une échelle individuelle vous souffrez de ce cancer parce que vous avez été exposé au PFAS. Certes, vous avez une concentration élevée de PFAS dans le sang, mais aucun scientifique ne pourra dire votre maladie résulte de l'exposition au PFAS parce que votre maladie, elle est multifactorielle. Et justement, la notion d'exposome, Agnès l'a rappelé tout à l'heure, la notion d'exposome, elle a été inscrite dans la loi pour venir dire ça, que notre état de santé n'est pas seulement le fruit de notre génome, de notre caractère héréditaire, mais est aussi le fruit, et maintenant essentiellement le fruit, on le sait, de ces expositions environnementales et de nos modes de vie. Et donc ça va renforcer encore la difficulté, ce qui fait que bien sûr qu'il est encore possible de raisonner en termes de responsabilité individuelle, et on fait bien de s'y atteler, mais il est aussi essentiel de raisonner en termes de responsabilité collective, c'est-à-dire quel mécanisme juridique on peut activer, mobiliser pour essayer d'entraîner soit le législateur, soit le juge à venir offrir une réponse à ce sujet-là. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a pu réfléchir. Alors, j'anime dans le cadre de Dauphine une petite clinique juridique d'étudiants de droit public, et nous avons pu réfléchir avec Emma sur comment est-ce qu'on pourrait essayer de mobiliser l'opinion, la science sur la constitution d'un fonds d'indemnisation. Alors, on voit que dans la loi qui a été adoptée tout récemment, il y a une mobilisation du principe pollueur-payeur à travers cette redevance de 100 € pour 100 grammes. En rigolant, je disais c'est moins cher que la cocaïne. Alors ça, c'est une première mobilisation de ce principe pollueur-payeur. Mais ce principe pollueur-payeur, on pourrait aussi essayer de réfléchir à le mobiliser dans le cadre de la responsabilité civile. Donc ces fonds d'indemnisation, on voit qu'ils seraient très intéressants parce que, et je trouvais que la première table ronde était vraiment particulièrement éclairante. Certes, il faut s'attaquer à la question de la qualité de l'eau potable et donc mettre des normes et des filtres sur les eaux potables. Et donc, qui va payer ces filtres ? Les collectivités territoriales et donc nous, d'une certaine manière. Mais au-delà de ça, ce qui était aussi très intéressant, c'est cette idée qu'il fallait absolument agir à la sortie des exploitations dont on sait qu'elles délivrent beaucoup de PFAS dans l'environnement, parce que c'est là qu'on va pouvoir traiter tous ces reliques-là et pas de manière générale sur la question des eaux potables. Donc, certes, cette redevance pourrait être mobilisée pour ça, mais je pense que de manière générale, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, il faudrait mobiliser ce principe pollueur-payeur dans le cadre de la responsabilité civile elle-même et puis aussi la notion de préjudice sanitaire. Mais là encore, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc, Béatrice, la responsabilité civile n'est pas morte. Il faut, pour toi, réinventer le droit parce qu'elle ne suffit pas, mais, ouais. Et notamment sur cette question de lien de causalité quand même. Non, mais voilà, la responsabilité civile n'est pas morte, mais il faut qu'on soit capable de la mobiliser dans une perspective collective. On a pu le faire à travers la notion de préjudice écologique, qui est un préjudice qui a été qualifié d'objectif. Et là, la notion de préjudice sanitaire, donc je salue les travaux d'Agnès dans le cadre de ce projet de loi Une seule santé, et puis Marie-Pierre Camproux-Dufresne qui a réfléchi la première. L'idée, en fait, ça serait que... Donc, pour faire très simple, parce qu'on n'est pas face à un public de juristes et les choses seront un peu plus techniques dans la publication. Pour faire très simple, le préjudice écologique, c'est la réparation des atteintes subies par les ressources naturelles elles-mêmes, de manière collective. Et là, l'idée d'un préjudice sanitaire, ça serait de se dire que les populations qui sont exposées à ces substances et surtout à ces effets cocktails de substances subissent un préjudice sanitaire collectif et qu'il faudrait mobiliser la responsabilité civile pour permettre des réparations, enfin des modes de réparation, mais des réparations qui seraient souvent dans une perspective préventive presque, et donc de cessation de l'illicite. Et donc ici, on pourrait imaginer que justement des actions menées contre certains fabricants de PFAS
D'autant plus si on arrive à démontrer la conscience qu'ils avaient qu'ils rejetaient dans l'environnement des substances extrêmement néfastes pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc des actions pourraient permettre de reconnaître un préjudice sanitaire dont les sommes seraient affectées justement peut-être à cette dépollution dont l'immensité a pu être chiffrée. Et là, il va falloir faire des choix, en effet. Mais donc, la responsabilité civile n'est pas morte, mais à mes yeux, il va falloir essayer de la mobiliser au maximum dans une perspective collective, parce que dans une perspective individuelle, alors effectivement, il y a des préjudices qu'on peut chiffrer assez aisément. Vous avez une maison qui est située à côté d'une exploitation, vous allez la revendre beaucoup moins cher à partir du moment où on a de la connaissance sur le fait que, effectivement, vous ne pouvez plus utiliser votre jardin. Il va être très dangereux de laisser vos enfants jouer dans le jardin. Peut-être qu'il va falloir remplacer les 50 premiers centimètres de terre pour avoir de la terre non polluée. Donc ça, c'est un préjudice qu'on peut chiffrer de manière très, très précise. Mais le préjudice sanitaire individuel est extrêmement difficile à flécher du fait de cette notion de causalité et du fait qu'il s'agit de maladies sans signature. Ça, c'est vraiment un obstacle qu'on a du mal à surmonter. Peut-être qu'on pourrait aller vers des causalités partielles, c'est-à-dire ça, à une échelle collective, on voit que ça augmente votre occurrence de cancer de 20%, donc on prendrait en charge 20%, mais voilà, c'est un petit peu difficile. Tandis que dans une perspective collective, là, je pense que ça serait beaucoup plus facile de mobiliser les concepts de la responsabilité civile. Pour ça, il va falloir que les journalistes continuent, la société civile continue, parce qu'il va falloir acclimater l'esprit des juges. Les juges sont des personnes humaines. Les décisions qu'on a en matière de contentieux climatique, il y a 10 ans, jamais on n'aurait pu les obtenir. Parce qu'il y a 10 ans, le climat, ça apparaissait comme quelque chose de très abstrait. Certes, il y avait des savants un peu fous qui nous disaient que c'était très dangereux et qu'on allait se heurter à un mur incommensurable, mais il y a 10 ans, ça paraissait encore très abstrait. Aujourd'hui, les juges ont conscience, et on travaille tous un peu à la formation des juges, les juges ont conscience de l'immensité de ce problème. Il faut travailler tous ensemble, pas que les juristes évidemment, mais toute la société civile, les journalistes, les scientifiques. Agnès a rappelé à quel point effectivement on peut s'inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis et des répercussions que ça peut avoir à l'échelle européenne. Travailler pour acclimater les décideurs, le législateur et les juges à cette idée que la société civile ne peut pas rester sans réponse, enfin le politique ne peut pas rester sans réponse face à un problème aussi massif. L'un des préjudices qui me semble intéressant, je voudrais redonner la parole à Emma, c'est notamment le préjudice d'anxiété et qui a été récemment mobilisé dans le cas du chlordécone où l'État a été condamné. Est-ce que le contentieux administratif, du coup, c'est pas la bonne voie sur les questions de pollution diffuse et notamment la question des PFAS ? Effectivement, la décision récente de la Cour administrative de Paris sur le chlordécone est extrêmement intéressante pour toutes les personnes qui travaillent sur les enjeux de pollution. De manière générale, effectivement, donc pour remettre en contexte cette décision, c'est donc l'arrêt de la Cour administrative d'appel, la faute de l'État a été reconnue sur différents points, à la fois sur des questions d'autorisation de mise sur le marché puisqu'il s'agissait d'un pesticide, mais aussi sur des questions d'évaluation de la pollution, de mettre fin à la pollution, de mesurer les conséquences et d'informer la population touchée. Et ça a fait lien aussi avec d'autres jurisprudences, et notamment la jurisprudence récente de la CEDH en Italie, contre l'Italie sur donc, la Terra dei Fuochi, qui, alors sur des faits quand même tout à fait différents, mais qui reconnaît un peu une obligation de l'État à agir sur ces questions de pollution, et en tout cas qui permet de se poser la question. Quelle est la responsabilité de l'État, des autorités publiques, d'agir sur des questions de pollution induites par des acteurs privés déjà réglementés ?
En tout cas, pour ce qui nous concerne, le contentieux administratif et ces questions de responsabilité des autorités publiques s'est posé à différentes reprises. On s'est concentré depuis 2022, les efforts contentieux se sont concentrés sur les acteurs privés à l'origine des pollutions. Et aussi parce qu'on est tout à fait conscient, par exemple, du manque de moyens des services d'inspection chargés de contrôler les activités de ces industries. Et pourtant, certaines attitudes, etc., posent réellement question aujourd'hui. Déjà, dans le retard du soutien à la réglementation, le gouvernement n'a soutenu la loi PFAS qu'une semaine avant son adoption, en tout cas publiquement. Donc, et avant ça, on avait quand même c'était plutôt quand même dans la négociation. Dans le manque d'informations sur les risques associés au PFAS. Aujourd'hui, on a du mal à avoir une information claire de la part des autorités publiques sur quels sont les risques réels, avérés ou pas encore, liés à ces substances. Et donc, en tant que consommateur, en tant que riverain, en tant qu'usager des services de l'eau, etc., ça pose question. Et on a quand même une grosse inquiétude également sur le non-financement des études qui permettraient d'avoir conscience de l'imprégnation des populations. Ce non-financement des études et la non-réalisation des études, c'est un des points sur lequel la faute de l'État a été retenue par rapport au chlordécone. Par exemple, l'étude d'imprégnation qui a été conceptualisée pour la région lyonnaise a essuyé, et encore très récemment, 2 refus de financement de la part de l'Agence nationale de la recherche. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'études. Et en fait, quand on parle du manque de données et qu'effectivement, y compris les pouvoirs publics mettent sur le dos du manque de données le fait que du coup, eh bien, on n'agit pas, en tout cas qu'il faut attendre d'avoir des données pour agir, eh bien, produisons ces données et finançons ces recherches. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de financement pour ces recherches sur les enjeux notamment d'imprégnation, de bioimprégnation et d'épidémiologie de façon plus générale. Et donc, effectivement, ça retarde l'action. Mais donc, sur tous ces points, les questions de la responsabilité des autorités publiques, quand on sait qu'effectivement, il y a une connaissance quand même qui ne date pas de 2022. Monsieur Bondenez le rappelait, le scandale aux États-Unis a émergé à la fin des années 90, début des années 2000. Ça s'est transmis ensuite sur certaines substances à minima au courant des années 2000 du côté des autorités françaises. Donc voilà, en tout cas, c'est des questions qui restent en suspens aujourd'hui, et donc il n'y a pas de contentieux, mis à part les contentieux locaux sur les autorisations d'extension. Autorisations d'extension qui sont accordées par les services préfectoraux, sans étude d'impact. Services préfectoraux qui sont évidemment le corps de l'État. Donc voilà, c'est toutes des questions qui restent en suspens, et de façon plus générale, le sujet des PFAS, en fait, est intéressant parce qu'il cristallise et qu'il révèle plein de problématiques communes. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant le cadrage qui a été fait pour le colloque d'aujourd'hui sur, plus généralement, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça révèle de comment on gère et les risques et les pollutions industrielles. En matière de réglementation, en matière de compréhension de ces problématiques par le juge, en matière de lien de causalité. On pourrait faire un colloque uniquement sur cette question du lien de causalité et des questions de présomption ou de probabilité qu'on peut y associer pour tenter de un petit peu mieux prendre en charge les victimes de santé environnementale. En tout cas, voilà, ça pose plein de questions, et donc le sujet des PFAS est intéressant pour ces questions qu'il permet de poser, au-delà du sujet en lui-même. La question suivante que j'ai envie de poser, c'est celle de qui va payer. On l'a dit, on a un principe pollueur-payeur qui a un peu été mis en œuvre dans la loi du 20 février 2025. On a d'autres mécanismes qui permettent de payer. Béatrice, tu nous as dit au final quand même, ça va a priori être nous qui allons payer parce que va y avoir plus de traitement de l'eau, etc. Comment le droit ici peut un peu se réinventer et qu'est-ce que vous imaginez, vous, sur cette question-là ? Et très rapidement, effectivement, le prix de l'eau pour les usagers lyonnais, ça a été annoncé là, il y a quelques jours, va augmenter. Donc là, on a une conséquence très concrète de cette inquiétude. Mais peut-être, juste Emma, tu peux nous dire ce que tu en penses, toi, parce que les plaintes contre X, et Dan Lert pourra nous le dire tout à l'heure, elles visent notamment à faire ça. Elles visent à faire payer ceux qui polluent. Est-ce que tu y crois à ces plaintes contre X ou elles sont avant tout symboliques ? Alors, je ne sais pas si je dirais que ces plaintes contre X visent à faire payer. En tout cas, politiquement, c'est ce qui a été mis en avant. En tout cas, elles visent à déterminer les responsables de la pollution. Et donc, c'est intéressant. C'est des actions qui, à mon sens, en termes de prise en charge des intérêts que mentionnait Grégoire, peuvent être limitées.
notamment parce que les procédures pénales ne sont pas... sont diligentées avant tout par le ministère public, donc le procureur, le juge d'instruction, quand un juge d'instruction est désigné, et donc pas par les victimes, les personnes qui représentent les intérêts dont on demande la réparation. Et donc, on a, en tout cas, voilà, les plaintes contre X, à part celles qui concernent la veille de la chimie, n'ont pas abouti, y compris celles qui ont été déposées pour l'instant en 2023, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'instructions qui ont été ouvertes en réaction à ces plaintes. Et donc, on considère qu'il est important, si l'objectif est la réparation des préjudices, qu'ils soient subjectifs ou objectifs, d'avoir à minima une double action civile et pénale, ne serait-ce que pour des enjeux de prescription. Les procédures pénales prennent du temps, on n'en est pas forcément à l'initiative, on ne peut pas forcément avoir trop de contrôle sur leur avancée, etc. Et donc, en fait, on peut se retrouver avec des procédures pénales qui vont à un moment prendre des années et qui vont échouer à un moment donné. Et dans le cas où les instructions pénales échouent, l'interruption de la prescription est considérée comme non avenue. Donc, si on n'a pas d'assignation civile qui a été lancée en parallèle et en amont, donc dans les délais de prescription, eh bien, on a en tout cas une capacité d'action qui est évidemment extrêmement réduite à ce moment-là. Le droit permet toujours de proposer des choses et de trouver des moyens détournés, mais en tout cas, on a un vrai enjeu à anticiper ces enjeux de prescription. C'est ce qui a quand même mis de grandes difficultés dans le contentieux chlordécone avec l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue sur ces aspects, sur notamment cet enjeu de prescription-là. Donc voilà, à minima pour cet enjeu de prescription, il y a pour nous un intérêt à considérer vraiment la procédure civile. Après, la double action a des intérêts enfin, il y a des intérêts complémentaires en tout cas. Béatrice, Grégoire, c'est quoi votre vision justement sur qui va payer et comment ? Je trouve que la mesure qui a été prononcée, la mesure d'expertise qui a été prononcée par un juge lyonnais le 2 août 2024 est extrêmement intéressante parce qu'elle demandait à l'expert d'essayer de retracer au maximum quelles sont les substances qui ont été rejetées dans l'environnement, par qui, à quel moment. Et est-ce qu'au moment où ces industriels ont rejeté les substances, ils avaient connaissance, l'état des connaissances scientifiques permettait d'appréhender le fait que c'était tout à fait néfaste pour la santé humaine et pour l'environnement. Et sans doute que l'arrière-pensée de ce juge, ça serait de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des acteurs qui seraient identifiés, des acteurs industriels qui seraient identifiés sur l'ensemble de ces dommages. Donc, le principe pollueur-payeur, effectivement, Agnès a rappelé son assise extrêmement forte. Il est très peu mis en œuvre dans la réalité des faits, parce qu'on voit bien tous ces industriels qui provoquent tant de dommages et pour lesquels ils ne paient absolument pas. Et donc je pense qu'il serait extrêmement intéressant qu'un juge civil, un jour, ait le courage de prendre assise sur le principe pollueur-payeur, en retenant justement la faute des industriels pour les condamner à des mesures de réparation. Et sans doute que dans cette démarche, il pourrait prendre appui sur l'obligation de vigilance, l'obligation générale de vigilance qui a été reconnue par le Conseil constitutionnel et à laquelle la Cour de cassation a donné une certaine consécration dans une décision de novembre 2023. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la cuisine juridique, mais l'obligation de vigilance, c'est cette idée que les acteurs économiques qui ont un fort pouvoir économique de décision sur l'ensemble de la chaîne de valeur doivent être vigilants à l'égard des atteintes à l'environnement et à la santé publique qu'ils peuvent créer. Et donc, je pense que si on combinait la faute des industriels dans cette conscience qu'ils avaient de rejeter dans l'environnement des substances tout à fait néfastes, alors même que ce rejet était autorisé, puisque la réglementation à l'époque, effectivement, les autorisait à ça, doublé à l'obligation de vigilance qui avait pu être reconnue dès 2006 par la Cour de cassation dans des affaires de médicaments, peut-être que là, on pourrait combiner deux principes qui nous permettraient d'aller vers cela. Et à ce moment-là, cette faute permettrait de
consacrer un préjudice sanitaire qui serait indemnisé à travers ces mesures collectives de dépollution ou au moins de cessation de l'illicite. D'autant que dans la notion de préjudice sanitaire, il y a l'aspect transgénérationnel qui est très très fort. Or, le Conseil constitutionnel vient tout récemment de mobiliser la notion de génération future, qui était présente dans la charte depuis l'origine, mais il l'a mobilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout à coup, il s'est souvenu qu'elle était là et qu'il a dit qu'effectivement, le législateur devait prendre garde à ce que ces dispositions ne portent pas atteinte à la capacité des générations futures à vivre, à satisfaire leurs propres besoins, et notamment leur besoin de vivre dans un environnement relativement sain. Grégoire, on entend ici qu'il y a potentiellement la nécessité d'avoir un courage du côté des juges à prendre cette question en main, mais j'ai envie de remonter quand même du côté du législateur. Est-ce que là aussi, en amont, il ne faut pas prévoir des fonds d'indemnisation, il ne faut pas davantage mettre en œuvre ce principe pollueur-payeur pour d'ores et déjà amender de l'argent pour faire tout ça? Ce que tu dis, ça renvoie à une remarque beaucoup plus générale. Béatrice a parlé du climat tout à l'heure. C'est vrai que certains sujets fondamentaux à propos desquels la société civile insiste pour avoir une réponse de la part de la puissance publique et se trouve frustrée de l'absence de réponse offerte par le législateur, déportent une partie du traitement de sujets qui sont des sujets d'avenir, des sujets systémiques, comme par exemple le climat, comme par exemple des sujets de pollution chimique, de l'hémicycle, qui traite peut-être pas avec trop de retrait ces sujets-là vers le prétoire. Et tu as raison de le souligner, il faudrait sans doute attendre davantage du législateur. On sait qu'on est dans une période où espérer davantage, c'est délicat, et c'est peut-être là qu'il est intéressant de réfléchir à nouveau à la responsabilité civile, parce que c'est une notion dont je vous disais tout à l'heure qu'elle était mal armée initialement, intellectuellement, pour répondre à des enjeux d'intérêt généraux, mais dont on s'aperçoit en fait que finalement, grâce à sa plasticité, grâce à sa malléabilité, elle peut le faire. Alors, elle peut le faire comment? Notamment, Béatrice en a donné une illustration à l'instant, parce qu'une des grandes richesses de la responsabilité civile en droit français, c'est qu'elle ne repose pas sur une liste limitée de délits. C'est-à-dire que le juge peut constater des nouvelles fautes, il peut constater qu'il existe des nouveaux standards de comportement attendus des acteurs économiques, et si les acteurs économiques ne respectent pas ces standards de comportement, caractériser une faute qui permet l'action en responsabilité civile, d'abord. Et puis, plus généralement, tu parles à nouveau des fonds d'indemnisation. Et je me permets de revenir à nouveau sur la question précédente, qui va payer en 3 temps. D'abord, il y a des actions en responsabilité civile quand même, et on peut espérer qu'elles permettent à des juges judiciaires de prononcer, dès lors que l'on arrive à qualifier les éléments constitutifs de la responsabilité civile, en particulier le délicat lien de causalité entre un dommage qui n'est pas si facile il faut distinguer 2 cas en fait, qui n'est pas si facile à démontrer dans son existence, sous l'angle du préjudice sanitaire. Sans doute, parce que c'est la particularité du préjudice, de ce qui nous rassemble là ce matin sur les PFAS. En fait, tout à l'heure, l'énorme avantage qu'ont eu nos prédécesseurs lorsqu'ils traitaient de marée noire, c'est qu'un peu comme au théâtre, ils étaient face à une unité de lieu et de temps. Et là, on est dans un dommage, des dommages qui sont très diffus dans leur réalisation, qui sont très lents aussi dans leur révélation. C'est ce qu'on connaît aussi à propos de la pollution au mercure, par exemple. On a un effet d'accumulation qui, sous l'angle de l'environnement, est de plus en plus fort, plus on avance dans la chaîne trophique, dans les réseaux trophiques. Tout en haut de la chaîne alimentaire, oui, on a une accumulation particulièrement forte de ces produits nocifs. Je parlais du mercure, pour les PFAS, c'est pareil. On parlait des ours polaires tout à l'heure, c'est parce que c'est des super prédateurs qui mangent des organismes qui eux-mêmes ont mangé d'autres organismes et qui, à chaque fois, contenaient de plus en plus de PFAS. Et donc, sous l'angle de la responsabilité civile, je crois qu'on peut espérer, sous l'angle du préjudice sanitaire, que certaines actions aboutissent et qu'on ait des condamnations d'entreprises qui ont... alors, il faudra qualifier la faute. Enfin, il y a beaucoup d'aléas, mais on peut espérer que cela aboutisse à une condamnation, à une réparation des indemnités. Sous l'angle du préjudice écologique, c'est beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, on est face à un caractère très diffus des manifestations de la pollution au PFAS dans les écosystèmes. Ça, c'est le premier point. Donc, espérer un peu que
les responsables identifiés potentiellement par des actions en responsabilité civile soit les payent pour la pollution. Deuxième perspective, le fonds d'indemnisation. On sait que lorsqu'on est face à des dommages qui sont de masse ou des dommages qu'il est délicat d'appréhender par la responsabilité civile, les autorités publiques peuvent mettre sur pied des fonds d'indemnisation. Pourquoi pas? C'est très intéressant du côté de la satisfaction des droits des victimes. Par contre, le problème du fonds d'indemnisation, c'est que ça peut avoir un effet de déresponsabilisation des acteurs qui sont pourtant à l'origine de cette pollution. Donc il faut trouver un fonds d'indemnisation intelligemment construit. La troisième perspective dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est la perspective assurantielle. Et on parle aujourd'hui de responsabilité civile, le droit des assurances et la suite de la responsabilité civile. Et les acteurs de l'assurance sont mobilisés depuis plusieurs années, au fur et à mesure que se multiplient les actions, au fur et à mesure que se multiplie le potentiel de responsabilité réelle et donc de l'augmentation du risque de sinistralité lié au PFAS. Là aussi, donc là, c'est à nouveau sous l'angle de la satisfaction des droits des victimes quelque chose d'intéressant, à nouveau sous l'angle de la responsabilisation quelque chose qu'il faudra surveiller. Mais voilà les trois perspectives qui me semblent à saisir. Merci beaucoup Grégoire. Je vais laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Oui, deux observations. Étant donné qu'il n'y a pas une partie du public n'est pas formée au droit positif. Il y a une affaire italienne qui a agité le landerneau dans ce pays, c'est l'exploitation des sidérurgies Ilva dans les Pouilles, qui a donné lieu à deux arrêts importants qui pourraient donner lieu à s'inscrire dans le prolongement des réflexions ici. D'une part, s'agissant des études d'incidence, dans un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du juin 2024, la Cour interprète la directive 2010-75 comme quoi, dans le cadre du renouvellement d'une autorisation d'exploiter, il doit y avoir une étude d'impact sanitaire. Alors, je ne sais pas si les installations à Lyon sont soumises, tombent sous le coup de la directive, mais même si elle ne tombait pas sous le coup de la directive, il serait possible en droit français de raisonner par analogie au regard d'un article 38 de la Charte, mais dont le droit de la santé, mais qu'on peut lier à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je crois qu'une interprétation raisonnable de l'article 8, voire de l'article 2 aussi, sur le droit à la vie, devrait conduire le juge administratif dans l'hypothèse où les installations tombent sous le coup de la directive. Là, je ne connais pas les installations, donc il faut vérifier les seuils. Là, il y a une obligation pour le juge administratif de suivre la jurisprudence Ilva. Et elle ne peut pas s'en détourner. Article 2, article 8 et même article 10, parce qu'on a beaucoup parlé de l'information du public aussi, de la nécessité fondamentale de... Ouais. Et donc, dans la même affaire, la Cour européenne des droits de l'homme, il y a 2 ans, rendu un arrêt Corella par rapport à l'article 8 qui consacre le droit à la vie. Et elle prend en compte, pour l'application de ces dispositions, la prévalence des cancers dans les agglomérations riveraines. Leur comparaison ne vaut pas la raison, mais il me semble que sur le plan de la responsabilité civile, on pourrait quand même raisonner par analogie, dire qu'il y a peut-être au regard de statistiques épidémiologiques qui montreraient une prévalence de certaines formes de cancer, de corroborer la potentialité d'un lien de causalité entre le manque de prudence, donc les omissions au sens de l'ancien article 1382-1383 du Code civil et les dommages causés, parmi lesquels on a le dommage à l'anxiété. Donc là, il y a quand même un dommage qui est réparable par rapport à l'anxiété. Mais qui est complètement collectif sur le préjudice d'anxiété. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, juste là-dessus, je voudrais dire qu'il faudrait sans doute
éduquer le juge français, parce que quand on voit la différence des indemnisations qui sont allouées en France et ce qui est alloué aux États-Unis, tout récemment, là, un jardinier atteint d'un cancer à la suite d'une exposition au glyphosate a eu une première condamnation de Bayer à 2 milliards de dollars. Alors, sans doute qu'en appel, ça va être cassé et ça va devenir beaucoup plus raisonnable. Et nous, on sait très bien que Paul François a eu 10 000 euros face à Monsanto pour son exposition au lasso. Donc, voilà, il faut avoir aussi en tête, malheureusement, ce gap d'indemnisation qui est sidéral. Et pour réagir également sur la question des données, et notamment de la prévalence de certaines pathologies dans des zones particulièrement contaminées, avec les données qu'on a, il y a quand même un enjeu d'accès aux données de santé, évidemment, mais avec les données qu'on a, par exemple, on voit qu'il y a une prévalence de maladies hypertensives dans la vallée de la chimie. Évidemment, il faut dépasser les arguments faciles de « mais en fait, c'est des gens qui ont des revenus modestes et donc qui ont des modes de consommation qui impactent leur santé parce qu'en gros, ils fument trop et qu'ils mangent trop de viande, quoi ». Mais une fois qu'on a dépassé ça, on a quand même un problème avec cet accès aux données de santé ou alors à la production d'études épidémiologiques propre, quoi. Et par exemple, à titre de comparaison, en Italie, en Vénétie, où il y a également un très gros contentieux PFAS un peu plus ancien que celui qu'on a en France, ce sont 80 000 personnes qui ont leur sang monitoré. Et donc, quand je disais qu'on a un déficit d'investissement de la part des autorités publiques sur la conduction de ces études-là, voilà ce qui est fait, par exemple, en Italie. 80 000 personnes, dont 20 000 ont les données publiques. Et aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Hein. C'est ces études épidémiologiques de très grande ampleur qui ont permis de faire avancer les contentieux. Donc, évidemment, en France, tant qu'on n'a pas ces données, on a quand même, on a besoin de ces expertises-là. Merci beaucoup pour vos interventions. Je me demandais si le droit de la responsabilité élargie du producteur, enfin ce système-là, était applicable au PFAS, ou est-ce qu'on pouvait envisager cela pour mettre à la charge des producteurs directement en fait, toutes les conséquences qui découlent après de la diffusion des PFAS dans l'environnement. Merci beaucoup. Dans ma compréhension, ça voudrait dire qu'on mettrait à leur charge le traitement du déchet que va devenir le PFAS une fois qu'il va être rejeté dans l'environnement. Ça me paraît très difficile, mais sans doute Nicolas. Mais là, il faut regarder les articles 8 à 10 de la nouvelle directive de décembre 2024-2025 sur l'épuration des eaux urbaines. Et donc, il y a un système de responsabilité des producteurs qui s'applique au secteur cosmétique et au secteur des médicaments qui mettent sur le marché au-delà d'une tonne de substances par an. Et donc, ici, il n'y aura pas de difficulté. Ce seuil sera rempli par un très grand nombre de sociétés. Et donc, elles sont appelées à contribuer financièrement à la mise en place du système quaternaire. Donc, on a vraiment une extension de la REP du régime des déchets à l'épuration des eaux urbaines en vue de mieux épurer les eaux rejetées dans les eaux de surface. Peut-être une dernière question. Merci. Si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, ça voudrait dire, je rebondis sur la dernière votre intervention, monsieur, ça voudrait dire que et les producteurs de PFAS à la source, mais aussi les industriels intermédiaires qui utilisent ces PFAS produits par d'autres, mais qui les mettent sur le marché, seraient aussi appelés à contribuer financièrement. C'est-à-dire qu'il y aurait pour les mêmes grammes de PFAS, il y aurait éventuellement deux ou plusieurs impacts financiers, contributions financières. Parce qu'effectivement, sur les PFAS, on a les industriels qui produisent ces molécules et ensuite qui vont les vendre à d'autres industriels qui vont les utiliser. Donc, par exemple, on a le fameux exemple de Tefal qui utilise des PFAS dans ses poêles ou dans ses ustensiles de cuisine et ensuite va mettre ces produits-là sur le marché. Donc c'est une vraie question dans le cadre de ce régime responsabilité élargie du producteur. Qui est le vrai producteur de PFAS? Est-ce que c'est le producteur des molécules ou du produit fini? Ici, la directive place l'obligation sur la personne morale qui met sur le marché le cosmétique ou le médicament. Donc ce sera la compagnie Pfizer ou le... Ça veut dire que le producteur initial, lui, est dispensé.
Non, parce que en fait, l'obligation est claire. On vise la personne morale qui met sur le marché. Parce que c'est pas possible de remonter, pour les pouvoirs publics, de remonter en amont, quitte alors à ce que les... donc la question du surcoût sera-t-elle déplacée sur le prix du médicament ou du shampoing qui sera commercialisé ou du cosmétique? Et ces deux secteurs en particulier qui sont, les cosmétiques et médicaments. Les deux seuls secteurs. Et donc, ils doivent intervenir à concurrence de 80%. Les 20 autres pourcents des coûts afférents à la mise en place et à l'exploitation du système quaternaire reposent sur les pouvoirs publics. Mais comme, à nouveau, on est dans une harmonisation de type minimal, rien n'empêche les autorités françaises ou les autorités néerlandaises d'exiger davantage de la part des secteurs privés, mais moyennant l'application du principe de sécurité juridique et de proportionnalité. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais justement donner la parole au pouvoir public avec Dan Lert que l'on a ici et qui est donc président d'Eau de Paris et adjoint à la maire en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie pour conclure cette table ronde. Merci beaucoup à tous les trois. Bonjour. Alors, je ne vais pas conclure cette table ronde, mais essayer peut-être de vous indiquer la politique que nous suivons à Paris. Je suis président d'Eau de Paris, donc la régie potable, la régie de l'eau, pardon, de la ville de Paris, qui est une régie 100% publique. Et on a réagi très récemment à l'enquête qui a été faite par Génération Future et l'UFC Que Choisir, et qui concernait la pollution de la ressource en eau en France à travers les polluants éternels, les fameux PFAS dont on parle. Déjà pour dire que on constate, y compris à Paris, la pollution de la ressource en eau à travers les polluants éternels, et qu'un certain nombre de ces polluants éternels vont être intégrés à ce qu'on appelle le contrôle sanitaire de l'eau. C'est-à-dire que les agences régionales de santé vont vérifier la présence ou non de ces polluants éternels dans l'eau qui est traitée dans nos usines de potabilisation. Et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que le territoire parisien est peut-être dans une situation qui est différente d'autres territoires. C'est que nous n'avons pas de problème sur les 20 PFAS qui vont être entrés dans le contrôle sanitaire. Sur ces 20 PFAS, il y en a 14 qui ne sont pas détectés du tout. Et il y en a 6 qui sont détectés, mais à des niveaux vraiment de nanotraces. Donc on n'a pas d'inquiétude sur le fait que l'eau de Paris va rester 100% conforme aux normes sanitaires et va le rester d'ici 2026, là où l'ensemble de ces PFAS seront rentrés dans le contrôle sanitaire. Mais malheureusement, il y a des centaines et des milliers d'autres molécules PFAS qui ne sont pas réglementées, qui ne sont pas encadrées. Et on a notamment parlé de la question du TFA, qui a été retrouvé et qu'on retrouve nous aussi dans les ressources d'eau brute qui servent à alimenter en eau potable la ville de Paris. Et donc, ce sont des PFAS, mais j'imagine que vous en avez parlé aujourd'hui, qu'on retrouve partout dans l'environnement, que ce soit dans l'eau que nous buvons, dans l'air, dans les sols, dans l'alimentation. Et donc, on les retrouve absolument partout. Et donc, on a demandé aux autorités sanitaires de fixer, suite à l'enquête de Génération Future, de fixer des normes sanitaires qui protègent la santé, parce que ce n'est pas notre rôle en tant que distributeur d'eau de fixer ces normes sanitaires. Donc la question du TFA reste entière. Ce qu'on a fait aussi, c'est que actuellement, les coûts de la dépollution sont supportés uniquement par les Parisiens à travers leurs factures d'eau. L'ensemble des coûts de dépollution. Donc j'ai décidé, en tant que président d'Eau de Paris, que nous allions porter plainte contre X au pénal pour identifier les industriels qui sont à l'origine de ces pollutions, des polluants éternels, faire reconnaître d'une certaine manière leur responsabilité dans la pollution et les faire contribuer dans un deuxième temps au coût de la dépollution. Je ne sais pas si ce chiffre a été évoqué récemment, mais la dépollution des eaux potables et des eaux usées en Europe, c'est estimé à 238 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne.
Donc on est face à la fois une bombe sanitaire du point de vue environnemental, mais aussi à des coûts qui vont être faramineux pour assurer cette dépollution. Et il est inacceptable que seuls les usagers payent les coûts de la dépollution. Donc on a engagé cette procédure au pénal pour faire évoluer le droit et faire avancer la reconnaissance de la responsabilité de ces industriels pollueurs. Pourquoi contre X ? Parce qu'on ne peut pas identifier encore précisément les auteurs de ces pollutions et faire des liens de causalité. Il y a beaucoup, par exemple le TFA, il y a beaucoup d'origines de ce polluant éternel. Ça peut être un herbicide qui a été récemment interdit par la Commission européenne. Ça peut être des gaz frigorigènes, ça peut être d'autres industries polluantes qui se dégradent dans cette molécule qu'on appelle le TFA. Donc on a finalement donné les moyens au procureur de la République de diligenter toutes les enquêtes pour identifier l'origine exacte de ces pollutions. Et à travers l'identification d'industriels pollueurs, on pourra établir des liens de causalité et faire contribuer, à moyen terme, je dirais, tous ces industriels pollueurs au coût de la dépollution. Il y a une grande enquête qui a été encore sortie par Génération Future sur les industries super émettrices de PFAS en France. Et donc nous, on a comparé ces cartes avec ce qu'on appelle les ICPE, qui sont autour de nos zones de captage. Que ce soit à Paris, l'eau, elle vient à 50% de nappes souterraines qui sont en Normandie, en Sud-Seine-et-Marne et en Bourgogne, et à 50% l'eau de la Seine et de la Marne. Donc c'est ça qui alimente en eau potable, enfin c'est à partir de ça qu'on alimente en eau potable le territoire parisien. Donc on a comparé nos cartes avec ces cartes, on avait déjà la carte des industries polluantes, les ICPE, mais il y a aussi d'autres industries qu'on a découvertes dans cette enquête de Génération Future, ce qui va donner encore des données supplémentaires aux juges et aux procureurs pour enquêter sur les liens de causalité éventuels. Après, j'entendais le débat là, tout à l'heure sur la question, c'est-à-dire entre les producteurs, les utilisateurs, etc. Donc ça ne sera pas à nous, évidemment, à Haute-Paris. On va travailler avec nos conseils juridiques pour avancer dans la mise en cause des industriels pollueurs. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, sur la question des pesticides, c'est qu'il y a 12% des substances actives des pesticides qui sont des PFAS. Et les agriculteurs sont les utilisateurs de ces molécules. Et nous, à travers notre plainte, nous ne visons pas les utilisateurs de ces. Nous travaillons avec les agriculteurs pour qu'ils réduisent les pesticides et les nitrates autour des zones de captage. Parce que c'est la seule solution à long terme, que ce soit en matière de PFAS ou en matière de pesticides, pour couper le robinet des pollutions. Il faut couper le robinet des pollutions. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, y compris avec tous les traitements qu'on va faire et qu'on fait tous les jours à Haute-Paris. Il faut qu'à la base, on puisse travailler avec les agriculteurs, et c'est ce qu'on fait avec le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie, pour que les agriculteurs autour des zones de captage, donc sur nos nappes d'eau souterraines, dont on se sert pour faire de l'eau potable, ils passent au bio, idéalement, ou alors qu'ils réduisent vraiment considérablement les pesticides et les nitrates pour qu'on ne retrouve pas tout ça dans les eaux brutes et qu'on ait après à traiter, surtraiter, etc. Donc ça, c'est une solution. Et c'est pour ça qu'on a soutenu, que j'ai soutenu et que la ville de Paris, la maire de Paris et Haute-Paris a soutenu la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale du député Nicolas Thierry, député girondin, finalement, d'interdiction des polluants éternels dans un certain nombre de secteurs. Donc le secteur des cosmétiques, le secteur des vêtements, on n'a pas pu aller sur les ustensiles, l'Assemblée n'a pas pu aller sur les ustensiles de cuisine parce qu'il y a eu le lobbying de Tefal, mais c'est une première avancée qui est vraiment très importante pour qu'on coupe à la source ces pollutions, qu'on coupe le robinet des pollutions. Et pourquoi c'est important d'agir par secteur d'activité ? Parce que les industriels, l'industrie chimique qu'il y a derrière les polluants éternels, dès qu'un polluant est interdit au bout de je ne sais pas combien d'années, parce qu'on a enfin reconnu la toxicité de ces produits, il remplace par une molécule qui est changée d'1 millimètre, et c'est exactement le même problème, et on attend encore des années pour l'interdire. Nous, on retrouve dans nos ressources d'eau brutes des pesticides qui sont interdits depuis des dizaines d'années. Donc la bataille à long terme pour éliminer à la source ces pollutions, c'est l'interdiction de ces pollutions.
Et on a en face de nous l'industrie chimique, le lobby de l'industrie chimique. Et ce lobby fait tout pour retarder les décisions. Et notamment, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils connaissent assez bien finalement la toxicité de ces molécules depuis assez longtemps. Et donc, on entend, à travers nos actions en justice, non seulement obtenir une contribution de ces industriels pollueurs au coût de la dépollution, mais aussi, c'est aussi une question de préjudice pour, par exemple, l'eau du robinet. Parce qu'avec toutes ces enquêtes qui sortent, les Parisiens, comme partout en France, on se demande si on peut boire l'eau du robinet. Donc il y a un préjudice, et les gens, il y a un préjudice d'image pour des régies publiques comme Hauts-de-Paris. Donc on entend un peu inverser la tendance aussi avec ces actions en justice qui sont à la fois très juridiques, mais aussi symboliques, pour retourner la responsabilité et la charge de la preuve sur les industriels pollueurs. Voilà, donc je voulais vous faire un petit état d'où on en était et remercier vraiment les organisateurs de ce débat, parce que la bataille juridique ne fait que commencer sur les polluants éternels. Les coûts en termes sanitaires et environnementaux sont astronomiques. Je parlais tout à l'heure d'une bombe sanitaire et environnementale, mais je crois que c'est à la hauteur des enjeux que nous allons avoir à affronter. Et du côté des services d'eau publics en France, on est engagé dans cette bataille pour prévenir à la source ces pollutions. C'est vraiment une solution que je crois on partage avec peut-être les intervenants d'aujourd'hui, mais aussi avec l'ensemble des collectivités qui sont engagées. Parce qu'on a devant nous potentiellement des coûts extrêmement importants. Et donc on se bat à la fois pour la qualité de l'eau, mais aussi pour la santé humaine et la santé de l'environnement plus généralement. Et c'est ça les orientations de la ville de Paris. Voilà, je vous remercie. Peut-être juste une question, si je peux me permettre. On sait le temps que prennent des actions en justice. On l'a vu par exemple avec l'affaire du siècle. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place chez Hauts-de-Paris en attendant le résultat de ces procédures ? Alors déjà, on s'est concerté avec tous les collègues. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau France Eau Publique qui regroupe toutes les régies de l'eau et de l'assainissement pour faire le point sur les procédures juridiques, mutualiser nos conseils juridiques. Et donc, c'est initialement la ville, le Grand Lyon, qui a commencé un certain nombre de procédures juridiques parce qu'ils ont des industries polluantes qui sont très identifiées, pour ne pas les citer, Arkema et Daikin, qui sont situées sur leurs ressources en eau aussi, donc ils polluent de manière assez importante. Donc on mutualise déjà à ce niveau-là entre nous les procédures juridiques qu'on peut faire. Après, on se pose la question, les procédures juridiques qu'on a utilisées par exemple à Hauts-de-Paris, c'est le délit de pollution du réseau d'adduction d'eau, pollution de l'environnement, abandon de déchets, etc. Donc c'est très spécifique dans le code de l'environnement, je crois. Et puis, on réfléchit à des mesures aussi de réparation du préjudice écologique. Donc ça, ce sont encore d'autres juges qu'on ira peut-être chercher, mais ça dépend un peu de la spécificité de chacun des territoires, parce que les liens de causalité à établir ne sont pas toujours les mêmes, et donc on réfléchit à ça. Après, nous, ce qu'on fait à Hauts-de-Paris, c'est le travail que j'indiquais tout à l'heure avec les agriculteurs, parce que c'est aussi une vraie solution de permettre aux agriculteurs de se passer des pesticides et des nitrates. C'est à la fois, il faut de la réglementation, et c'est pour ça qu'on défend aussi une autre proposition de loi du député Jean-Claude Rau, député de Loire-Atlantique, c'est-à-dire d'interdire autour des captages l'utilisation de pesticides. Donc ça, c'est une autre PPL qui n'a pas pu être examinée à l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment un objectif parce qu'il faut faire évoluer la réglementation et en même temps renforcer les aides aux agriculteurs. C'est pas facile de passer au bio quand on est en conventionnel, donc il faut aider les agriculteurs sur plusieurs années, au minimum 5 ou 6 ans, pour qu'ils maintiennent leurs exploitations agricoles en bio. Et puis, ça permet d'avoir des résultats qui sont excellents. Sur nos zones de captage, on travaille avec 115 agriculteurs, on protège 17 000 hectares et c'est moins 77% de pesticides utilisés. C'est-à-dire que c'est 55 tonnes de produits qui ne sont pas mis autour des captages, au-dessus des nappes souterraines. Et c'est des surfaces d'agriculture bio qui ont été multipliées par 4. Pour un coût
ce coût de la prévention autour des zones de captage, c'est 3 fois moins cher que le coût des traitements pour traiter l'eau. Donc on est sur des échelles qui sont vraiment très intéressantes, très positives. Donc on va continuer à travailler dans cette direction. Et puis on va utiliser toutes les voies de recours qui nous permettront de faire reconnaître cette responsabilité. Et surtout de pas laisser les Parisiens seuls à payer l'ensemble des coûts des pollutions. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que ces enquêtes aient eu lieu en même temps avec Génération Future, ces études, et l'UFC Que Choisir. Parce que derrière, c'est les consommateurs et c'est aussi les collectivités qui... On a le risque quand même en France d'avoir une eau à 2 vitesses. Dans des villes comme Paris, on a encore les moyens d'intervenir, y compris en termes de traitement curatif, mais dans des zones rurales, ça va être très difficile pour les collectivités d'assurer le traitement de l'eau et d'assurer finalement l'accès à l'eau potable pour tous. Sur 40 ans, il y a un tiers des captages d'eau qui ont fermé en France. Donc à peu près plus de 12 000 captages d'eau qui ont fermé. Et parfois sur un territoire, vous avez un seul captage d'eau qui alimente l'ensemble du territoire. Donc on est face à une urgence écologique, une urgence environnementale et une urgence sanitaire. Et donc Paris est solidaire du reste des territoires et on collabore avec l'ensemble des collectivités pour essayer d'avancer sur le front juridique. Merci beaucoup. Je vais clôturer donc ce colloque. Merci à tous pour votre participation. Et puis donc vous pourrez retrouver ces échanges filmés sur le site de l'Académie du Climat et aussi donc dans la revue Environnement, Énergie et Infrastructure chez LexisNexis dans le numéro de juin, si tout va bien.